Bon, bah, merci à tous d'être présents. Je remercie d'abord tout le staff du DevFest de m'avoir accueilli pour la première fois ici, à Nantes. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de mes sujets de prédilection, qui sont d'un côté le framework front-end Vue.js, et de l'autre côté la techno Apollo liée à GraphQL. Donc je vais revenir un peu dessus juste après. Je vais d'abord me présenter un petit peu. Donc je m'appelle Guillaume Chaud. Je suis core contributor du framework Vue.js et je participe aussi à d'autres projets open source autour de Vue.js, Apollo, Meteor, s'il y en a qui connaissent. Et donc voilà, vous pouvez retrouver mon profil GitHub et mon profil Twitter. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment faire une appli web avec ces différentes technologies, donc Vue.js, Apollo et GraphQL. Donc si vous voulez, vous pouvez aller sur cette petite application en bêta pour poser des questions, et puis vous allez voir pourquoi je vous donne ce lien. Mais en gros, c'est une petite application, vous pouvez vous connecter avec votre compte Google et poster des questions et voter celles des autres. Et en fait, le sujet d'aujourd'hui, ça va être de faire cette application. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc comme ça, vous avez le résultat final, enfin entre guillemets, puisque avec les aléas du déploiement, il y a des trucs qui n'ont pas fonctionné, mais grosso modo, elle reste fonctionnelle. Donc, vous aurez une bonne idée de ce qu'on peut avoir dans le résultat final. Donc je vais vous parler d'abord un petit peu de GraphQL. Donc GraphQL, c'est une spécification qui a été créée à l'origine par Facebook pour remplacer, entre autres, REST au sein de leurs applications. Donc tout ce qui est échange entre clients et serveurs chez Facebook ont été progressivement remplacés par des échanges GraphQL. Donc pourquoi passer au GraphQL? Parce que le GraphQL a beaucoup d'avantages par rapport à REST. D'abord, il a été conçu par des ingénieurs front-end et des ingénieurs back-end, mais au niveau web. Et donc, ils ont beaucoup réfléchi à comment rendre le workflow de développement entre un back-end et un front-end web le plus facile possible. Donc c'est pour ça que GraphQL part du principe que vous avez des données hiérarchiques, ce qui est, dans la très grande majorité des cas, ce qui est le cas. Et donc le GraphQL va nous permettre de récupérer nos données directement sous forme hiérarchique. Et le premier avantage qu'on voit tout de suite, surtout quand on fait du mobile, c'est de pouvoir éliminer des requêtes qu'on appelle waterfall en REST. Quand on fait une première requête pour récupérer une première donnée plus haut niveau, et puis après on veut récupérer d'autres données par rapport à cette première donnée, on est obligé de faire d'autres requêtes à la suite. Et puis après, GraphQL va aussi améliorer énormément l'expérience utilisateur pour les développeurs. Donc il va y avoir, par exemple, la possibilité de faire de l'introspection dans l'API GraphQL, et ça va permettre de développer des outils de développement très avancés avec de l'autocomplétion, de la documentation automatique et beaucoup d'autres outils facilitant le développement. Et donc, entre ces différents avantages, donc, qui sont les gains de performance, surtout sur mobile, parce que quand on fait plusieurs requêtes, la latence en mobile joue beaucoup, et puis le workflow de développement qui est grandement amélioré, GraphQL peut être une vraie solution sérieuse de remplacement des API REST que vous pouvez avoir dans vos applications. Alors, qu'est-ce qu'Apollo? Apollo, c'est un projet open source qui a été lancé par l'entreprise qui est derrière le framework Meteor, et qui est en gros un concurrent direct à la librairie correspondante de Facebook qui s'appelle Relay. Et donc Apollo est un ensemble d'outils à la fois côté client et côté serveur pour vous faciliter en fait l'utilisation la création et l'utilisation d'une API GraphQL au sein de votre application. Donc je peux rapidement parler de la partie la plus importante d'Apollo, qui est Apollo Client, et qui est donc la librairie qui va charger de faire les différentes requêtes à votre serveur GraphQL, mais surtout d'ajouter de l'intelligence à ces requêtes. Donc elle va déjà permettre de traduire en fait les différents langages DSL de GraphQL en objets qui peuvent être transmis à travers le réseau.
Elle va aussi permettre de gérer en fait un cache intelligent de vos données. Donc comme ça, Apollo client ne va pas forcément faire des nouvelles requêtes si jamais les données sont déjà présentes. Et puis il va y avoir aussi tout un design pattern présent très souvent en fait de partout dans Apollo, c'est observable. Et c'est en gros une évolution des promesses, parce qu'observable va pouvoir renvoyer des résultats en fait plusieurs fois dans le temps, alors qu'une promesse, quand vous faites une promesse, vous récupérez le résultat qu'une seule fois. Donc là, ça nous permet de notamment faire des mises à jour de données dans l'interface progressivement en fait, et pouvoir voilà, avoir une interface réactive. Ça, c'est un sujet qui tient très à cœur au Meteor Development Group, donc du coup l'entreprise qui a fait Apollo, puisqu'ils avaient créé le framework Meteor, qui est un framework full stack entièrement réactif de la base de données au client en passant par le serveur. Donc c'est des sujets qui sont importants pour eux. Et donc du coup, au niveau de ce client, il y a 3 éléments importants qui sont désignés en bas. Il y a les requêtes qui permettent de récupérer des données, des mutations qui sont en fait des opérations qui vont modifier vos données sur votre API GraphQL, et éventuellement des souscriptions pour récupérer des données en temps réel, donc notamment grâce à WebSocket. Donc on va tout de suite aller dans le vif du sujet. Et on va commencer en fait dans une première partie à créer un serveur GraphQL, donc au sein de Node.js, et dans une deuxième partie de créer, de partir d'une structure d'une application Vue.js existante et rajouter tout ce qui est spécifique à Apollo et à GraphQL pour se connecter à notre API qu'on a créé dans la première partie. Donc, tout d'abord, en fait, le premier élément important dans une API GraphQL, en fait, est le schéma. Donc, le schéma, c'est en gros une liste de définitions de types, parce que GraphQL va avoir un typage fort de vos données, donc il va y avoir aussi tout ce qui en découle, donc de la validation de vos données, de la gestion de l'erreur, etc. Donc tout ça, comme vous décrivez les types de vos données, ça va être automatisé, et donc améliorer le développement, surtout quand vous créez de grosses applications dans les entreprises. Donc ça va permettre d'éviter les erreurs. Et donc là, on va avoir un schéma, donc ce qu'on appelle un schéma, donc différents types. Donc là, on peut voir qu'il y a déjà un type qui est déclaré, qui est en fait un scalaire, pas vraiment un type. Il faut savoir que de base, GraphQL propose différents scalaires comme string, int, number, id et autres. Et après, vous pouvez implémenter vous-même d'autres scalaires selon les besoins. Et donc, par rapport à notre application, l'application qu'on veut faire, on va avoir grosso modo 2 types d'objets dans l'API. Donc, il va y avoir les users et les questions qui sont posées par les users. Donc, on va commencer par le premier type. Donc, un user, en fait, on va déclarer son nom. Donc ça, c'est le nom du type. Et derrière, on va lui définir un certain nombre de champs avec un typage fort donc de chaque champ. Par exemple, son ID. Donc, ID en majuscule est un type de champ. Donc ça, c'est un scalaire prédéfini dans GraphQL qui correspond à tout ce qui pourrait éventuellement identifier un objet. Donc ça peut être des nombres ou ça peut être des chaînes de caractères. On va aussi rajouter un nom au user, sachant que les petits points d'exclamation que je rajoute à la fin de la ligne, ça veut dire que le champ ne peut pas être vide, donc il doit forcément avoir une valeur. On va éventuellement avoir un avatar, donc cette fois-ci, on ne va pas forcément rajouter le point d'exclamation. Et puis, éventuellement aussi, peut être admin. Donc là, on a créé notre premier type GraphQL. Comme vous pouvez le voir, toutes les données ont forcément un type. Dans GraphQL, en fait, vous ne pouvez pas
mettre de type, par exemple, any ou autre. Il faut forcément donner un type à toutes vos données. Alors le deuxième type, je ne vais pas le taper entièrement, mais le deuxième type, ça va être les questions. Et les questions, donc, c'est un objet un peu plus complexe. Donc pareil, il va avoir un identifiant, et il va avoir aussi 2 champs de texte qui sont remplis par les utilisateurs lorsqu'ils créent leurs questions. Un nombre de votes. Est-ce qu'ils ont déjà voté? Est-ce que la question a été répondue ou pas? On peut la cocher pour qu'elle soit répondue. Le user correspondant et une date. On va même les inverser. Et en fait, le dernier champ là est un champ assez intéressant, parce que là, on n'a pas utilisé un scalar, on a utilisé le type user qu'on a défini juste avant. Donc, c'est exactement ce type-là. Et donc, ça veut dire qu'on a un champ user dans notre question qui correspond à un objet de ce type user. Donc, il va avoir un champ ID, un champ name, avatar, admin, etc., si on en rajoute. Ensuite, on va avoir au niveau du schéma GraphQL un type spécial qui s'appelle schéma, voilà, qui s'écrit tout simplement comme ça, et qui va en fait être un petit peu la racine de votre schéma. Donc il faut voir le schéma comme une espèce de graphe, où ça part d'un point, donc, qui est le schéma, et puis après on va avoir 2 types génériques dont le nom est réservé, qu'on voit ici, query, mutation et subscription. Donc ça va être les 3 types enfants possibles dans le schéma, puisque ce sont les 3 types en fait de requêtes qu'on peut faire sur une API GraphQL. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les queries vont être les requêtes pour récupérer des données. Les mutations, ça va être pour modifier ces données, et les souscriptions pour avoir des événements en temps réel depuis le serveur. Donc, ce qu'on va commencer à faire, en fait, quand on crée une API, c'est récupérer des données. Donc là, on va créer un type donc spécifique. Le nom query est réservé, donc il faut bien utiliser ce nom-là. Et donc, vous voyez que du coup, ça va être celui qui va être utilisé dans le schéma. Sachant qu'aussi, ces différents champs, query, mutation, subscription en minuscules, sont aussi des noms réservés. Donc ça va dire, en gros, à l'API GraphQL, ceci est le type des queries. Donc dans le type, il va y avoir des champs. Ceci est le type des mutations, donc il va aussi y avoir des champs. Et en fait, chaque champ va être comme une requête qu'on pourrait faire dans une API REST, par exemple. Donc, on va, dans notre application, faire 2 requêtes. Une pour récupérer les informations du user connecté. Donc, on peut l'appeler current user. Et donc là, c'est une requête très simple, enfin une query très simple, qui ne prend pas de paramètres et qui renvoie un user. Voilà. Et donc là, vous voyez que c'est exactement la même notation qu'on a utilisée tout à l'heure pour créer les champs dans nos types de données. Et en fait, effectivement, là, ça reste un type avec un champ, donc le nom du champ, le type du champ. Dans GraphQL aussi, il est possible, donc quand on déclare un champ dans le schéma, de rajouter des paramètres. Donc là, nous allons typiquement récupérer des paramètres quand on va récupérer en fait toutes les questions dans l'application, donc par exemple pour faire des filtres, du tri et autres. Donc là, hop, je vous mets directement le champ questions sur le type query. Et vous remarquez tout de suite qu'il y a plusieurs différences par rapport à avant. Donc déjà, on a rajouté ici ce qu'on appelle des paramètres, juste avant de déclarer le type de retour. Donc dans ces paramètres, on va pouvoir donc, donner un nom à ces paramètres. Il faut savoir que dans GraphQL, tout ce qui est paramètres va être traité comme des objets. Donc ça veut dire que l'ordre n'est pas important, c'est le nom qui est important. Donc on leur donne un nom et on leur donne un type aussi. Donc pareil, vous êtes obligé de typer y compris les paramètres. Et le type de retour est un peu particulier aussi, parce qu'on l'a entouré de crochets pour dire que c'est une liste d'objets de type question. Alors, quand je disais tout à l'heure que les queries étaient des champs dans le type query,
C'est tout à fait vrai parce qu'en fait, dans les différents champs qui sont dans notre schéma, par exemple dans le type question, on pourrait également mettre des paramètres en fait, ici. On pourrait mettre des paramètres comme ça. Et donc en fait, vous vous rendez bien compte que c'est exactement la même chose entre un champ dans un type d'une donnée et un champ dans le type query. Hop, ça. Donc voilà, on a déclaré en gros nos deux requêtes principales. On va également plus tard déclarer des mutations, donc dans le type mutation. Mais pour l'instant, je vais l'enlever. Hop, il sera vide. Donc comme il y a de la validation d'erreurs, si vous mettez des types vides, etc., GraphQL ne sera pas content. Donc pour l'instant, on va s'en tenir à ça, à nos deux requêtes. Et puis après, on va déclarer nos mutations exactement de la même manière, donc on verra tout à l'heure. Et donc le deuxième point important, quand on crée une API GraphQL avec Apollo, c'est ce qu'on appelle les résolvers. Donc là, on a défini un schéma de type, donc on a décrit à quoi ressemblait l'API GraphQL. Et maintenant, il va falloir dire à GraphQL comment on récupère vraiment nos données, puisqu'il ne va pas pouvoir le deviner tout seul. Donc c'est pour ça qu'on va créer des résolvers. Voilà. Donc cet objet résolver, qui se trouve ici, va contenir en fait des objets pour chaque type dans votre schéma qui ont besoin de résolver. Donc là, on peut les voir déjà, il y a date, question, query, mutation et subscriptions, parce que ces différents types vont avoir besoin de résolver. Donc par exemple, pour l'objet question, on avait tout à l'heure, je vais le mettre à côté. Qu'est-ce que je peux? Non. On avait tout à l'heure dans le type question un champ de type user. Et donc c'est un champ un peu particulier puisqu'il va falloir dire à GraphQL comment on récupère un user par rapport à cette question. Donc là, on va déclarer un objet question. Donc Apollo va mapper au type correspondant. Et là, on va tout simplement définir une fonction user, donc qui a le même nom que le champ, et qui va prendre une fonction, qui va prendre des paramètres. Donc le premier paramètre, ça va être l'objet correspondant, donc l'objet question correspondant à la requête. Donc on va l'appeler question. Le deuxième paramètre, c'est éventuellement, si vous passez des arguments, comme je l'ai montré tout à l'heure, dans le champ user, ils vont être récupérés ici. Et puis on peut passer un objet contexte qui va typiquement servir à stocker les informations du user connecté à l'API. Donc là, on crée nos petites fonctions. Et puis là, en fait, il va falloir appeler ce que vous voulez pour récupérer un user par rapport à cette question. Donc on peut imaginer que dans notre question, on a un champ qu'on n'expose pas dans l'API, mais qui s'appelle user_id, et qui contient l'ID du user qui a créé la question, donc ce qui va être le cas ici. Donc là, j'ai préparé déjà ce que j'appelle des connecteurs, donc qui vont être des fonctions qui vont appeler ici un driver MongoDB et qui vont du coup faire des requêtes sur une base de données MongoDB. Donc, juste pour vous donner un aperçu, donc voilà, c'est une collection MongoDB et là j'expose différentes fonctions, donc getById ou findOrCreate ou autres, qui vont faire des requêtes à ma base de données MongoDB. Donc ça peut être une base de données MongoDB, ça peut être une base de données MySQL ou n'importe quelle base de données. Ça peut être juste des objets en JavaScript, ça peut être des librairies de stockage en mémoire, ça peut être des fichiers, ça peut être ce que vous voulez en fait. GraphQL n'a pas de préconception vis-à-vis des sources de données, donc vous pouvez utiliser n'importe quelle source de données. Donc là, dans notre résolver, on va pouvoir faire appel à la fonction getById
de mes connecteurs user. Et donc là, je vais pouvoir récupérer, comme je l'ai dit, l'ID du user qui a créé la question, qui est stocké dans l'objet question, donc côté serveur uniquement, puisque je ne l'ai pas déclaré dans le type, comme vous pouvez voir ici. Je pense que j'ai... Ouais, c'est bon. Et donc là, le résolveur va retourner une promesse, et GraphQL, Apollo va intelligemment attendre que la promesse se termine pour résoudre la valeur de user dans la donnée de type question. Et donc, une fois que tout est résolu, il va pouvoir envoyer les données. Donc là, on a fait notre premier résolveur. On va pouvoir, typiquement, les résolveurs qu'on va faire, ça va être ceux du type query, donc ça va être les points d'entrée en fait en lecture dans votre API GraphQL. Donc là, hop, on avait deux requêtes, current user et questions, qui retournent la liste des questions. Et donc là, vous pouvez voir que par exemple, j'utilise des arguments qu'on avait définis dans le schéma ici, et je les passe à mon connecteur, donc qui va filtrer, qui va appliquer les filtres et le sort MongoDB correspondant. Alors tout à l'heure, quand on a défini cette requête questions, on a également défini un type ici qui s'appelle questionsFilter, dont il va falloir écrire le type. Et donc en fait, ça permet ça permet en gros de typer fortement en fait les objets qui sont passés en paramètres. Donc, au lieu de passer plusieurs scalars en paramètres comme des chaînes de caractères, des nombres et autres, vous pouvez passer ça sous la forme d'objets et typer ces objets avec un type spécifique on va parler ici dans GraphQL d'input. Donc ce sont des types un peu spécifiques qui ne sont pas censés représenter des données dans votre application, mais qui permettent de valider en gros les différents paramètres plus complexes que vous pouvez mettre dans vos champs. Donc là, on va avoir un nouveau type questionsFilter qui va pouvoir éventuellement contenir, par exemple, un champ texte si on veut faire de la recherche dans nos questions, ou un champ answered si on veut filtrer, si on veut voir que les nouvelles questions ou que les questions qui ont été répondues, ou si on veut les voir toutes. Donc là, on a défini le type correspondant. Pour le coup, il n'y a pas de résolveur à faire. Ça va être juste de la validation. Alors ensuite, on va créer au moins la mutation pour ajouter des questions. Comme ça, on va pouvoir avoir des données dans notre API. Donc, on va créer le type mutation. Donc, exactement comme pour les queries, on crée un type mutation qui fonctionne exactement de la même manière que les types précédents. Et là, on va rajouter une mutation qui s'appelle question add, qui va prendre en paramètre une nouvelle question. Donc là, pour ne pas s'embêter, on ne va pas mettre à la ligne tous les arguments pour créer une question. Donc on va directement utiliser, comme on vient de le faire, un input, qui va être obligatoire, donc petit point d'exclamation. Et cette mutation va nous renvoyer un objet de type question. Donc, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne encore de la même manière que pour les queries et pour les champs de type d'objets de type de données. Donc là, il va falloir définir cet input, question input, qui va avoir les deux champs qui sont rentrés dans le formulaire par l'utilisateur. Donc comme ça, GraphQL va directement vérifier que title est bien un string est bien indéfini et content est un string est défini. Sinon, il va remonter une erreur directement. Du coup, du côté des résolveurs, il va falloir également implémenter cette mutation. Donc, je vais prendre directement le résolveur.
et donc il va faire appel à un connecteur que j'ai déjà défini dans d'autres fichiers. Donc là, on écrit mutation pour que ça map vis-à-vis du type mutation, et là, on ajoute une fonction avec le même nom du champ utilisé dans mutation. Donc là, question add. Alors, donc on va ici, hop, je vais enlever ça. Et là, j'avais juste rajouté une petite fonction qui permet en gros, de renvoyer une erreur si l'utilisateur n'est pas connecté. Voilà. Donc là, comme dans le contexte, on va passer l'objet utilisateur à travers Express, on va pouvoir vérifier qu'il est bien défini et sinon, dans le cas ici, renvoyer une erreur 403. Et donc là, on va faire appel à mes connecteurs questions et j'avais fait une fonction add1 qui fait un insert dans ma base de données MongoDB. Donc là, on a notre mutation et on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc on a un schéma à peu près correct qui permet de lire des questions et ajouter une question. Donc on va pouvoir en ajouter quelques-unes et puis les lire derrière. Et puis voilà, éventuellement récupérer les informations du user, mais pour l'instant, on ne va pas trop se pencher là-dessus. Donc la chose suivante à faire, c'est de rassembler ces deux éléments, donc d'un côté le schéma et de l'autre côté les résolveurs. Et en les rassemblant, Apollo va créer ce qu'il appelle un schéma exécutable, qui va être en fait du vrai code compréhensible par le serveur et qui va représenter en quelque sorte l'exécution de votre API GraphQL. Donc ça, non, c'est pas ici. Hop. Donc ça se passe en gros dans un autre fichier, puisque j'aime bien séparer d'un côté le schéma des types et de l'autre côté les résolveurs. Et donc ici, on va juste appeler une fonction de GraphQL qui s'appelle make executable schema. Voilà. Et donc on voit qu'on va bien passer d'un côté les types qu'on a définis avec la description des champs, etc. Et de l'autre côté les résolveurs qui sont des fonctions donc qui vont appeler vos bases de données et autres. Donc vous pouvez voir déjà vis-à-vis de ces résolveurs une petite aparté, c'est que comme GraphQL n'a aucune préconception de vos données, vous pouvez très facilement, dans un résolveur, faire des appels à une base de données A, et dans un autre résolveur juste en dessous, faire des appels à une autre base de données ou à une API REST ou à des fichiers. Donc ça vous permet de rassembler plein de sources de données différentes en un seul endpoint. Donc c'est un gros avantage aussi, notamment dans les entreprises. Il y a souvent beaucoup de sources de données différentes. Et donc là, ça vous permet de tout rassembler, de tout homogénéiser dans une seule API. Et c'est relativement facile à faire. Il suffit d'avoir un bout de code en JavaScript, par exemple, avec n'importe quel driver de base de données, etc., pour récupérer vos informations. Donc là, une fois qu'on a fini ce schéma, on va devoir créer dans notre serveur Express on va devoir ajouter des routes spécifiques dans notre serveur Express pour exécuter nos requêtes GraphQL. Donc on va avoir besoin de différentes librairies qui viennent du projet Apollo. Donc il y a plusieurs versions. Donc là, c'est les versions Express. Il y a aussi des versions API et autres, donc en fonction de vos préférences. On va avoir également besoin de cette fonction du package GraphQL, donc là qui est le package de Facebook. Et on va avoir besoin de notre schéma exécutable qu'on vient de créer. Et on va rajouter notre route Express. Donc la première route va avoir le chemin GraphQL et va être la route d'entrée principale pour attaquer notre API GraphQL. Et donc là, on voit qu'on utilise GraphQL Express que j'ai importé avant.
Et on va lui passer le schéma exécutable qu'on a créé grâce à make executable schema. En plus, ici, vous pouvez voir ici que c'est une requête, une fonction dans le connecteur Express, et ça va nous permettre de passer en contexte l'objet user, donc dans ce projet-là, qui est un objet défini grâce à Passport.js. La deuxième route intéressante à mettre, surtout en développement, c'est la route qui pointe vers un outil de développement qui s'appelle Graphical. C'est un petit jeu de mots. Ils ont rajouté un i entre le H et le Q. Donc on crée une deuxième route comme ça. Et ça va nous permettre de charger donc, dans cette route en fait, un outil comme une sorte d'IDE en ligne qui est en réalité un composant React et que vous pouvez mettre éventuellement dans votre application, dans le panel admin par exemple. Et donc là, on va juste lui dire où est-ce qu'il se trouve. Et donc là, on va pouvoir normalement lancer l'application. Donc vous voyez ici, il y a déjà de l'autorisation, enfin, de l'hôte Google et différentes gestions voilà, de sessions, de cookies, etc. Juste savoir pourquoi il met du rouge. Bon. Et donc là, je vais passer sur mon terminal. Hop. Ah oui, mince. Comme ma session a craché juste avant, j'ai plus mes variables d'environnement. Je vais les récupérer rapidement. Je suis désolé, quand j'ai branché l'ordi, la session a craché. Je vais récupérer ça. Donc là, j'ai des identifiants, je vous montre rapidement, mais c'est des identifiants Google OAuth. Donc je récupère le client ID. Hop. Donc j'ai setup des variables d'environnement. Donc Google client ID. Voilà. De toute façon, c'est un projet test, donc même s'il y en a qui se connectent dessus, c'est pas grave. Je supprimerai après. Et on va mettre aussi un secret en provenance de Google. On va avoir également du coup besoin aussi de notre URL MongoDB. Je suis désolé du petit temps d'attente, il faut juste que je récupère l'URL MongoDB. Voilà, hop. Je vais juste dépasser la fenêtre en dehors, comme ça. Hop. Donc je fais un export de Mongo URL avec l'URL de connexion. Donc si vous avez déjà fait du MongoDB, pour vous connecter à votre base de données, vous avez besoin d'une URL avec user mot de passe dedans, donc c'est pour ça que je ne le montre pas. Mais, hop. Voilà, hop. Ah, c'est le télo rouge de tout à l'heure. Ah, pourquoi j'ai un GraphQL Express? Ah, j'ai dû faire un triple clic sur mon touchpad, je suis désolé.
Voilà. Donc là, notre serveur est lancé. Donc on va pouvoir ouvrir une page pour pour tester en fait notre API GraphQL directement. On n'a pas besoin de client. Juste ouvrir une nouvelle page. Donc si on va directement sur 3000, on va avoir une erreur parce que dans notre serveur Express, on n'a fait que définir des routes, des sous-routes, et on n'a pas défini de route principale. Et donc là, il va falloir rajouter GraphQL, par exemple, lorsqu'on crée le client Apollo. Là, dans le navigateur, pareil, on va avoir une erreur parce qu'il s'attend à ce qu'on lui envoie en fait une requête GraphQL. Et donc c'est pour ça qu'on a tout intérêt à installer le petit utilitaire Graphical, donc qui est quand même plus sympa, et lors du développement qui nous permet d'avoir une bonne vision de notre API. Donc du côté gauche, vous avez une sorte d'IDE, donc avec de l'autocomplétion et de la coloration syntaxique. Et de l'autre côté, c'est le panneau de résultats, donc ça va être du JSON. Et là, vous avez un petit panneau qui s'appelle Docs. Donc si vous l'ouvrez, vous voyez les différents éléments qu'il a pu récupérer de GraphQL. Alors je vois que j'ai juste oublié de rajouter ici mutation dans le schéma. Donc là, on l'a vu ici, il n'y avait pas mutation. Hop, voilà. Donc vous voyez la documentation qui est générée automatiquement ici par Graphical est vraiment du temps réel. Hein. Vous faites juste un F5, toute la doc est directement à jour. Donc là, vous pouvez voir les différents champs du schéma racine. Donc on a notre champ query de type query, donc c'est le type query qui va nous intéresser. Et si on clique dessus, on voit qu'on a la description des différents champs aussi, qui sont dans le type query. Donc là, ça va être l'équivalent des requêtes principales pour lire des données dans notre API GraphQL. Donc on avait fait 2. Et donc là, on peut voir que questions, par exemple, renvoie un tableau de questions et puis qui peut avoir différents paramètres. Donc ce qui est intéressant vis-à-vis de cette documentation, c'est que du coup, elle est faite automatiquement et après, il suffit de rajouter des petits commentaires. Donc ici, par exemple, on fait un petit rafraîchissement. Et là, vous voyez, la description est apparue dans la doc. Donc vous avez juste à commenter en gros votre schéma de type de données et toute votre documentation de l'API est générée en temps réel de manière entièrement automatique. Donc pareil, vous pouvez mettre des commentaires sur les différents champs et donc les utilisateurs de votre API, donc typiquement votre équipe front-end, va juste avoir à parcourir cette documentation pour avoir déjà une bonne idée de son fonctionnement. Alors de l'autre côté, quand on crée notre schéma, on va avoir de l'autocomplétion directement. Donc là, je vais avoir directement le champ question qui est suggéré depuis mon type query. Et donc, derrière, je vais pouvoir appeler les différents champs de mon type question. Donc, par exemple, ID, title et autres. Alors ensuite, quand on veut faire une mutation, on va écrire notre petit document. Donc on appelle ça un document GraphQL. On va rajouter mutation parce que par défaut c'est une query. On va lui donner un petit nom. On peut lui passer des paramètres. Donc là, on va pouvoir directement mettre le type qu'on a défini, qui est obligatoire. Et puis là, on va pouvoir envoyer... Voilà, on va pouvoir appeler la mutation qu'on a définie. Donc vous avez vu, il a autocomplète tout seul parce que c'est la seule mutation qu'on a. Et là, on va pouvoir récupérer différentes informations directement. Alors, comme je manque de temps, je ne vais pas vous le lancer tout de suite. Ce que je vais faire, c'est comme j'ai perdu du temps au début, je ne vais pas pouvoir aller jusqu'au bout du live coding, donc je vais vous remettre
l'application et on va parcourir le code source. Hop. Voilà. Voilà, donc normalement, hop. Donc l'API s'est relancée. On va lancer aussi la partie client, donc qui est l'application View, qui est une application pour le coup qui est également rendue côté serveur. Voilà. Et on va pouvoir y accéder donc dans le navigateur. Hop. Voilà. Donc là, il y a différentes questions déjà qui sont disponibles. C'est vrai que j'en avais laissé. Donc là, si je fais la query qu'on avait écrit rapidement au début, donc là, je fais questions sans paramètres et je récupère ID, par exemple title et content. Hop. Donc vous avez le... Ah oui. Et vous voyez d'ailleurs du coup qu'il m'a suggéré le S. Donc il est suffisamment intelligent pour se rendre compte que vous avez potentiellement fait une faute de frappe et vous dire, un peu comme les moteurs de recherche, est-ce que vous n'avez pas voulu dire ça? Donc là, vous voyez que quand je fais une requête à mon API GraphQL, on va avoir un résultat qui est très proche de ce que j'ai demandé. Donc ici, les différents champs que j'ai demandé qui sont ID, title et content. Et puis ça va être encore plus intéressant quand on va rajouter des informations donc qui sont hiérarchiques. Donc là, typiquement, je vais récupérer le user qui a créé les questions à chaque fois. Et là, si je fais la requête, on va voir qu'on a à chaque fois l'objet user qui va être rempli par GraphQL grâce à notre résolveur. Donc là, je vais faire très rapidement un tour de la partie front-end. Donc dans la partie front-end, on va tout d'abord créer donc une instance d'Apollo client. Alors là, c'est un peu particulier puisque c'est une application universelle qui se lance à la fois sur le serveur Node.js, sur un serveur Node.js et dans le browser pour faire du rendu côté serveur. Donc là, on a une fonction qui nous permet juste de nous connecter à l'adresse de notre API en fait, et d'inclure les cookies d'authentification. Si on est côté client, on va pouvoir récupérer donc, le contenu du cache Apollo, donc le cache dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui va être déjà rempli par le serveur. On va aussi se connecter en WebSocket à notre API pour avoir des événements en temps réel. Et on crée notre instance d'Apollo client avec toutes ces informations. Une fois qu'on a créé notre Apollo client, dans notre application Vue.js, on va juste avoir à créer un Apollo provider. Donc juste prendre un ou plusieurs clients Apollo et l'injecter en fait dans l'application Vue, ici. Ceci va permettre dans les composants Vue.js d'utiliser une nouvelle option. Donc si vous n'êtes pas très familier avec les composants Vue.js, le comportement de ces composants est défini par un objet qui est ici. Et donc, on va dire l'état local de ce composant, il contient un tableau et un nombre, etc. Et là, on va avoir une nouvelle option qui s'appelle Apollo, et dans laquelle on va dire le champ questions de l'état local de mon composant. En fait, il va être récupéré grâce à des requêtes GraphQL. Donc ici, on définit la requête GraphQL, selon qu'elle a été importée en fait dans un fichier .gql. On peut voir ici les fichiers .gql qui vont correspondre aux différents documents GraphQL qu'on a pu créer avant. Donc, je termine juste rapidement de faire un petit tour. Donc là, dans notre objet, en fait, Apollo, on va pouvoir définir tout un tas d'options pour nous faciliter la vie, en fait, et derrière, donc la librairie Vue Apollo qui permet d'intégrer les deux va faire tout le sale boulot à votre place et faire les différentes requêtes, les mettre à jour automatiquement si vos paramètres changent, donc là les variables.
et aussi également facilement souscrire à des souscriptions WebSocket pour, par exemple, ajouter automatiquement une question dans la liste quand elle a été ajoutée par un autre user sur un autre ordinateur. Voilà, donc je crois que j'ai fait déjà un bon tour. Donc voilà, on a perdu un peu de temps au début, mais on a quand même pu voir comment créer, déjà bien comment créer un serveur GraphQL. Donc vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Il suffit d'avoir d'un côté des définitions de type et de l'autre côté des résolvers qui vont exécuter n'importe quel code pour récupérer les vraies données, et d'assembler les deux, et de passer ça à votre serveur HTTP pour pouvoir accéder à votre API GraphQL. Voilà, donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous en avez mis sur l'application, c'est tant mieux. Et voilà. Donc si vous avez des questions. C'est bien, j'en ai un petit peu quand même. Oui, bonjour, excusez-moi. J'aurais voulu savoir si on veut intégrer donc Apollo dans un projet qui a déjà, enfin un projet Vue existant, où on avait géré l'application avec Vuex. Est-ce qu'il vaut mieux directement, comme vous avez fait, utiliser Apollo dans les composants ou l'intégrer dans les actions de Vuex? Alors, en fait, ça dépend. La plupart du temps, je pense que c'est bien de les intégrer dans les composants, parce qu'en fait, même si plusieurs composants font, entre guillemets, les mêmes requêtes à l'API GraphQL, comme Apollo a un cache intelligent, en fait, il ne va pas vraiment les faire, il va juste renvoyer les données telles quelles, en fait. Donc c'est pas gênant déjà d'avoir plusieurs composants qui font les mêmes requêtes, et ça permet de rapprocher les données donc avec les requêtes, les documents GraphQL qui décrivent les données, de les rapprocher de la présentation dans les composants. Après, il est tout à fait possible d'utiliser, de faire par exemple des actions comme query, mutate, etc. GraphQL dans votre store Vuex. Bon, après, c'est un peu plus compliqué à gérer, mais c'est possible. Et après, il est également possible d'utiliser une autre librairie qui s'appelle Vue Supply, qui, en gros, facilite l'utilisation d'Apollo autant que si c'était dans un composant, mais ça reste utilisable dans un store Vuex, en fait.